Bienvenue dans la rubrique Les clés du monde sur EDN Télévision et Diaspora FM. Deux sujets en débat. On va s'intéresser au Djibouti, également à la rentrée parlementaire en France. On attendait une femme à la tête du Parlement français, mais les locataires du Palais Bourbon ont choisi François de Rugy, les coulisses de l'élection du 13e président de la 5e République française. On va aborder ce sujet avec James William Magbagidi, mais avant, on va s'intéresser au Djibouti, 40 ans d'indépendance pour un petit pays au destin stratégique. C'est l'un des plus petits pays d'Afrique continentale, mais aussi l'un des plus importants du point de vue de la géostratégie internationale. Djibouti célébrait, vous le savez, ce 27 juin 2017, le 40e anniversaire de son indépendance. Avec vous, James William Magbagidi, on va comprendre un peu l'évolution de ce pays. D'abord, un petit coup d'histoire des relations internationales. Dites-nous pourquoi Djibouti a été l'une des dernières pressions, des dernières possessions françaises d'Afrique à obtenir l'indépendance. Alors, l'histoire de Djibouti, c'est d'abord l'histoire d'un petit pays enclavé, je dirais de deux peuples enclavés au milieu de d'autres grands peuples. C'est les Afars d'une part et les Issa de l'autre part, qui sont donc un peu coincés là dans la corne de l'Afrique. Et deux ethnies, les Afars et les Issa, les deux ethnies qui sont entourées par des Arabes, qui sont entourées par les Égyptiens, qui sont entourées surtout par les Éthiopiens et les Somalis. Ce sont les ethnies donc, qui les entourent. Les Afars et les Issa sont donc de petites ethnies qui sont enclavées. Et si il n'y avait pas eu la création de Djibouti par la France en 1884, année où la France a colonisé le territoire, on aurait certainement deux petites minorités qui se retrouveraient dans des États que aurait pu être l'Éthiopie ou bien la Grande Somalie, ou peut-être même l'Érythrée, qui, avec les pays avec lesquels le pays Djibouti partage ses frontières. Donc, la France a colonisé ce territoire et s'y est installée de façon durable. Les différents gouvernements français ont voulu par ce biais-là déjà maintenir une très grande ouverture sur la mer, parce que Djibouti se trouve dans le golfe d'Aden, à proximité du détroit de Bab el-Mandeb, qui est un des détroits les plus importants du monde. La France y a exploité cette présence stratégique, et cela lui a permis notamment au cours de la première et surtout de la deuxième guerre mondiale d'avoir une base militaire qui lui a permis de combattre plutôt efficacement les forces allemandes qui étaient déployées notamment en Égypte, en Libye, et donc de soutenir également les forces britanniques qui se trouvaient au niveau de la Somalie britannique, puisque de l'autre côté également l'Italie avait le contrôle sur une partie de la Somalie, l'Italie étant alliée de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous le savez. Donc voilà un peu Djibouti, qui se trouve donc être un pays stratégique, un petit pays certes, sans doute un des plus petits, comme vous l'avez dit, sur le plan continental, sur le continent africain. Et puis, la France n'a pas voulu immédiatement accorder l'indépendance à ses possessions d'Afrique, vous le savez, quand à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les revendications indépendantistes ont fait florès un peu partout sur le continent. Le gouvernement français a d'abord voulu jouer la carte de la fermeté face à ces revendications. Cette fermeté n'a pas prospéré. Les premiers pays à avoir obtenu leur indépendance seront les pays d'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie. Mais la France n'a pas voulu libérer notamment l'Algérie. Il a lancé la guerre d'Algérie que vous connaissez et qui va durer pratiquement 8 ans. Pendant ce temps, en Afrique subsaharienne, la France doit choisir une autre politique. C'est la politique de la négociation, je dirais, de la conviction par l'échange de bons procédés, et surtout en mettant en place des dirigeants qui étaient plutôt favorables au maintien de la France. Quand le souvenir, je dirais, même l'image la plus emblématique pour moi, c'est celle du président gabonais de l'époque, ancien fonctionnaire à la mairie de Libreville, le président Léon Mba, qui pratiquement vouait son pays
à la France, qui en faisait une propriété presque de la France et qui ne voulait certainement pas de l'indépendance. On a eu ensuite le vote de la loi cadre Gaston Defferre en 1958 à l'occasion du retour au pouvoir du général Charles de Gaulle, qui a proposé aux peuples africains soit de former avec la France ce qu'on appelait la communauté française pour donc constituer une république, une sorte de république fédérale, mais pas véritablement une république fédérale, mais c'était un peu comme, ou d'obtenir leur indépendance immédiatement. On se souvient très bien que Ahmed Sékou Touré, président de la Guinée par la suite, a été le seul leader d'Afrique noire à exiger l'indépendance immédiate de la Guinée, que ce soit Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, que ce soit Apiti au Bénin, c'était lui qui était à la tête, entre l'un des principaux leaders du Dahomey de l'époque, que ce soit le président sénégalais de l'époque, l'écrivain Senghor. Tous pratiquement ont accepté de demeurer dans la communauté française. C'est la même chose donc qui s'est passé à Djibouti en 1958 à l'occasion du vote sur la loi cadre Gaston Defferre. Les Djiboutiens ont voulu rester TOM, c'est-à-dire territoire d'outre-mer, territoire français d'outre-mer, et à partir de 1958 donc, Djibouti est demeuré une possession française. La différence avec Djibouti par rapport aux autres pays d'Afrique, c'est que 2 ans plus tard, la plupart des autres pays d'Afrique vont obtenir leur indépendance. Les autres pays d'Afrique française vont obtenir leur indépendance. Le Dahomey, notamment le 1er août 1960, on le sait très bien. Mais Djibouti, à cette époque-là, a préféré en tout cas continuer à rester dans le giron français. En tout cas, la France n'a pas proposé l'indépendance immédiate à Djibouti. Et en 1967, 7 ans déjà après l'indépendance des autres pays d'Afrique, un référendum organisé à Djibouti a donné plus de 60% de voix en faveur du maintien de Djibouti au sein des territoires d'outre-mer de la France. Est-ce que les résultats étaient des résultats véritablement transparents? Est-ce que ce n'était pas plutôt une mascarade pour maintenir Djibouti dans le giron français, parce que le territoire était effectivement un territoire très stratégique? On ne le saura jamais. Ce qui est certain, en 1967, la France a organisé ce référendum et Djibouti est demeuré une possession française. Il a fallu encore attendre 10 ans, en 1977, pour qu'un nouveau référendum, organisé cette fois-ci par le leader djiboutien de l'époque, Hassan Gouled Abtidon, donne une majorité de 98,8% pour l'indépendance. Et c'est donc en 1977 que Djibouti, le 27 juin, a pu obtenir la proclamation officielle de son accession à l'indépendance. Et 40 ans après, chose curieuse, ce pays est considéré comme étant un pays éminemment stratégique par les grandes puissances. Pourquoi ? Oui, toutes les grandes puissances militaires mondiales se trouvent aujourd'hui représentées. Y a-t-il du pétrole? Y a-t-il du diamant? Non, aussi curieux que cela puisse paraître, c'est 2 choses qui font de Djibouti un territoire stratégique. La première chose, c'est la position de Djibouti quand on voit sur la carte par rapport au détroit de Bab el-Mandeb. Vous savez, ce détroit-là permet la circulation, c'est le 4e détroit le plus important du monde pour la circulation des hydrocarbures. Et donc, en étant au contrôle de ce détroit, en tout cas aux confins de ce détroit, on observe la circulation des navires marchands, et en déployant des forces militaires par la mer ou dans les airs, on peut protéger les navires. Et n'oubliez pas une chose, au plus fort des années 2000, la piraterie maritime est devenue très très importante dans le golfe d'Aden, plus largement dans toute la mer Rouge, et puis dans le confin. La piraterie maritime dans la mer de Somalie était extrêmement importante. Ce sont majoritairement les Somaliens qui étaient à la base de cette piraterie, et la plupart des armées du monde ont, les forces internationales, on a parlé également d'une opération européenne qui a porté sur la piraterie maritime. Ces forces-là ont voulu se déployer dans la région, et le territoire qui leur apparaissait comme étant celui le plus approprié, c'était bien celui de Djibouti, parce que d'une part, le territoire de la Somalie était confronté à une guerre civile depuis le début des années 90,
et non seulement à cette guerre civile, mais aussi à l'implantation des forces islamistes Chebab qui combattaient systématiquement les Blancs, les Occidentaux. Mais de l'autre côté, il y a également l'Érythrée, qui est un pays qui est un peu au banc de la communauté internationale, un pays dictatorial farouche, où la répression des citoyens, notamment l'ethnie Oromo, elle est extrêmement brutale. Puis le président érythréen de l'époque, le président Isaias Afewerki, n'avait pas envie de traiter avec les Occidentaux. En tout cas, il était soupçonné d'être de mèche avec les terroristes. Donc, le pays le plus approprié en ce moment-là, c'était Djibouti. En plus d'avoir donc cette position stratégique face au détroit de Bab el-Mandeb, le pays également comporte de larges territoires désertiques et montagneux en même temps, qui sont des zones d'opération qui ressemblent à des zones où on peut aller en combat en Afghanistan, ou on combat au Pakistan, ou on combat au nord du Mali. Et donc les armées internationales trouvent que ce territoire-là est très approprié pour leur permettre donc de mener cette guerre contre le terrorisme international. Djibouti donc est devenu depuis d'ailleurs longtemps, depuis l'attentat du 11 septembre, les Américains sont arrivés, les Italiens sont arrivés un peu également pour continuer leur lutte contre la piraterie maritime. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui sont les derniers qui s'annoncent, qui vont bientôt implanter une base sur le territoire de Djibouti. Et l'avantage pour Djibouti, c'est que quand ils signent cet accord d'implantation pour les puissances occidentales, c'est des millions de dollars qui sont versés. Par exemple, les États-Unis versent 60 millions de dollars par an à Djibouti pour entretenir son armée, pour entretenir ses finances. Et cela permet donc au pays de demeurer aujourd'hui un pays vraiment très important. Et puis, dans les années 90, on avait enregistré des conflits interethniques. Oui. Et plusieurs années après, qu'en reste-t-il de ce conflit? Quel avenir pour le pays 40 ans après l'accession à la souveraineté internationale? Alors, malheureusement, oui, comme dans la plupart des pays, les questions ethniques ont fini par engendrer un conflit. À Djibouti, d'abord, le problème est venu du partage du pouvoir. Ce sont j'ai dit, il y a deux ethnies, les Issa et les Afar. Ce sont les Issa qui dirigent le pays depuis l'origine. Donc le premier président, Hassan Gouled Abtidon, est Issa. Et pour équilibrer, on me nommait un premier ministre Afar, mais on sentait bien que le président avait l'essentiel du pouvoir, c'est lui qui décidait, et le premier ministre Afar avait l'air d'une marionnette ou d'un pantin un peu entre les mains du président de la République, surtout qu'il donnait l'impression d'être là surtout pour pouvoir bénéficier de cette manne financière que constitue le pouvoir. Donc, il y a eu un problème en Éthiopie et il y a une rébellion en Éthiopie. Une partie de l'armée éthiopienne s'est rébellée contre le pouvoir. Cette partie de l'armée a dû fuir devant les forces régulières et se réfugier à Djibouti. Après des négociations, les soldats éthiopiens ont été désarmés et ils sont rentrés dans leur pays. Ils ont été rapatriés, mais leurs armes sont restées à Djibouti. Les Afars s'en sont emparés. C'était en 1991, si je ne m'abuse, et ont déclenché maintenant, sous la houlette de certains leaders plus radicaux que d'autres, une rébellion contre le pouvoir des Issa. Cela va durer environ 3 ans, bon, 2 à 3 ans, de 91 à 93. La rébellion a fini par être vaincue avec le soutien de l'armée française qui est fortement déployée. Djibouti est la plus grosse base militaire française en Afrique. Ils sont passés aujourd'hui à 1350 hommes contre les près de 1200 qui se trouvent en Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire représente aussi une base importante. Mais à l'époque, là, la France avait encore plus de 4000 hommes à Djibouti. Ces hommes-là sont intervenus contre les Afars et ont arrêté l'avancée. Sinon, on aurait pu voir le président Hassan Gouled Abtidon tomber à cette époque-là. Il n'est pas tombé. Et aujourd'hui, en tout cas, après 1993, à la défaite des Afars, des négociations ont été engagées, des réformes constitutionnelles ont permis que le Premier ministre obtienne un peu plus de pouvoir. Les Afars continuent de garder le poste de Premier ministre. Et puis en 1999, il y aura eu une nouvelle élection présidentielle quand Hassan Gouled Abtidon est décédé. C'est Ismaël Omar Guelleh qui lui a succédé. Et puis depuis que Ismaël Omar Guelleh est au pouvoir, il gère le pays un peu comme son prédécesseur, d'une main de fer dans un gant de velours.
on a cette relation particulière qu'il entretient avec les puissances occidentales qui font de lui en même temps un homme fréquentable, mais qui à l'intérieur est un dictateur, on le reconnaît. Mais cette politique donne l'impression quand même que Djibouti est un État plus ou moins en bon terme avec la communauté internationale. C'est ce qui fait de l'après-conflit à Djibouti un conflit, je dirais, oublié, même si les affaires continuent d'estimer qu'ils ne sont pas vraiment intégrés, qu'ils ne partagent pas réellement le pouvoir avec les Issa. On va s'intéresser au deuxième sujet en débat, c'est bien la rentrée parlementaire en France. Je le disais, on attendait une femme à la tête du palais Bourbon, mais les locataires de l'Assemblée nationale française ont choisi François de Rugy pour diriger l'Assemblée nationale. Dites-nous, James William Gbaguidi, quels sont les éléments qui ont milité en faveur de l'Est écologiste? Alors, l'ex-écologiste qui est d'abord, première chose, élément en sa faveur, passait très rapidement aux côtés d'Emmanuel Macron quand ce dernier a lancé son mouvement En Marche il y a 1 an et demi environ. Quand il y a eu ce mouvement, François de Rugy a choisi de partir du camp des écologistes pour rejoindre Emmanuel Macron. Et très vite, il est devenu un des hommes importants autour de Emmanuel Macron. Et l'autre chose qui a milité en sa faveur et qu'il ne faut pas minimiser, c'est que l'Assemblée nationale française aujourd'hui est composée majoritairement de néophytes, de personnes qui n'ont jamais siégé à l'Assemblée, qui n'ont pas fait de politique, en tout cas pas à ce niveau-là avant. Et le chef de l'État lui-même est un homme qui, en politique, sans doute, est-il quelque peu expérimenté, mais il faut le reconnaître qu'avec son âge, il y a certainement des choses qu'il a encore à apprendre. Alors, François de Rugy, par contre, il a été vice-président du Parlement sortant. Et à part lui, aucun des membres du bureau ne se trouve dans le nouveau bureau. Et il fallait vraiment quelqu'un qui a de l'expérience au moins de la gestion du Parlement. C'est vrai que même si on avait élu quelqu'un qui n'a jamais géré le Parlement, ça aurait pu être utile, ou du moins ça n'aurait pas forcément posé problème, mais avec un président qui est nouveau à ce poste-là, qui est très jeune, avec un Parlement composé très majoritairement de néophytes, on avait certainement besoin d'un homme qui a quelque expérience, même s'il n'a que 43 ans, qui a quelque expérience de la gestion de la chose parlementaire. Et François de Rugy apparaissait bien mieux côté que ces deux concurrentes qui étaient les autres candidates venues notamment, et elles aussi, de la République En Marche. Avec l'élection de François de Rugy, c'est quand même une nouvelle victoire pour le camp du président Macron. Dans le même temps, le travail, la vie parlementaire ne sera pas du tout repos pour la République En Marche au Palais Bourbon. Pourquoi ? Oui, vous le dites si bien. Aujourd'hui, au Palais Bourbon, sont entrés en même temps que les centaines de députés de la République En Marche qui vont mettre le Parlement, vous l'avez dit, au service du président de la République, sont entrés de grandes gueules. Et ces grandes gueules, il y a en particulier... Ils sont quand même pas nombreux, non ? Mais attention, cette grande gueule-là, il y a Jean-Luc Mélenchon qui... a démontré déjà par son entrée au Parlement hier sans cravate, il viole le code vestimentaire parce qu'au Parlement français, on doit être tiré à 4 épingles, forcément à la cravate, mais il a décidé de battre en brèche. Il précise qu'il n'applaudira jamais François de Rugy. Voilà, il dit qu'il n'applaudira pas un homme comme François de Rugy. Bon, je ne sais pas ce que François de Rugy a de particulier, de déplaisant à ce point pour que Jean-Luc Mélenchon décide de ne pas l'applaudir. Peut-être son passage de l'écologie, parce que ça c'est un peu l'extrême gauche, au centre, carrément vers un centre droit, ce qui est la République En Marche. Tout cela a peut-être déplu à Jean-Luc Mélenchon qui le taxe donc de ne pas être quelqu'un que lui, il peut applaudir. Jean-Luc Mélenchon donc sera l'une des fortes têtes du Parlement, mais également Marine Le Pen, la présidente du Front National, qui a réussi à faire une entrée fracassante au Parlement. Elle également va faire peser sa voix. Ces deux personnalités et ceux qui les accompagnent, comme les députés FN et les députés même du camp communiste, ne vont pas s'en laisser compter, même si leurs voix ne suffiront certainement jamais pour empêcher le vote d'une quelconque résolution, d'une loi ou d'une proposition de loi, d'un projet de loi ou d'une proposition de loi. Ces deux personnalités et tous leurs accompagnateurs, toutes les autres fortes têtes qui sont entrées au Parlement vont quand même saisir l'opportunité de leur présence au Parlement comme une véritable tribune d'expression et le président Macron va bien le ressentir
avant la fin de son mandat. Cette bataille parlementaire devrait commencer ce 28 juin 2017 au Palais Bourbon, notamment avec le projet de loi d'habilitation qui devrait permettre au président de prendre des ordonnances. Quel avenir pour ce projet? Oui, déjà ce projet sera examiné par le Conseil des ministres et ensuite envoyé au Parlement. Il est prévu qu'il soit voté au plus tard le 20 septembre prochain. D'ici là, on sait que Jean-Luc Mélenchon a déjà annoncé, comme ils savent le faire les députés français, que chaque aspect de ce projet-là sera discuté, chaque article sera discuté. Il voudra certainement faire des amendements et des amendements, parfois, vous savez, pour rendre le temps long, pour provoquer le plus d'obstruction possible. Des députés sont capables de proposer jusqu'à 2000 amendements à des projets de loi. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon et les siens vont probablement faire et cela va ralentir peut-être le processus et d'ici le 20 septembre, ce projet d'habilitation ne sera pas voté. Tout ce qu'on peut quand même attendre, c'est que, quelle que soit l'opposition de Jean-Luc Mélenchon et des siens, le projet de loi d'habilitation sera voté à un moment ou à un autre et puis le président Macron pourra prendre des ordonnances comme il l'a prévu pour notamment faire passer la loi travail. Merci à vous, James William Baguidi. C'était les clés du monde sur Eden Télévision et Diaspora FM. On s'intéressait au 40e anniversaire de l'indépendance du Djibouti et puis à la rentrée parlementaire en France avec l'élection du 13e président de l'Assemblée nationale sous la 5e République.